Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. Après l'écrit, place à l'oral pour le concours de langue monégasque. Nous avons assisté aux épreuves, reportage à suivre dans quelques instants. Tradition toujours, nous sommes aujourd'hui le 3 juin, jour de la fête Dieu. Quelles sont les origines de cette fête qui est un jour férié en principauté? Nous l'évoquerons avec notre premier invité, l'abbé Christian Venard. Nous vous parlerons ensuite de cette fresque de l'artiste Pokras Lampas, un calligraffiti présenté au Méridien Beach Plaza. Et enfin, nous recevrons l'athlète Théo Andan, le spécialiste du 400 mètres champion de France espoir de la discipline, s'apprête à participer aux Jeux des petits États d'Europe d'athlétisme à Saint-Marin. Il nous dévoilera ses ambitions. Mais avant cela, je vous le disais en titre, le concours de langue monégasque se poursuit avec les épreuves orales. Un concours qui fête cette année ses 40 ans. Nous avons assisté à la deuxième phase de cet examen organisé conjointement par la mairie de Monaco, par le Comité national des traditions monégasques et la DENJS. Le reportage de Christine Datomel et Thomas Deus. Ils étaient plus de 1170 élèves au départ. Après avoir passé les épreuves écrites durant le mois de mai, les meilleurs élèves des classes de CM2, 6e, 5e, 4e et 3e des établissements scolaires de Monaco ont pu passer les épreuves orales cette semaine à la mairie. Le temps d'une matinée, devant un jury de professionnels, les enfants ont parlé monégasque, une langue chère à leur cœur, mais un moment toujours très préoccupant pour les petits. Un peu stressée, contente, mais maintenant ça va mieux parce que tout est passé et maintenant c'est relax. Les questions, on les avait révisées pendant toute l'année et j'ai bien su répondre et j'espère avoir une bonne position. J'aime bien les langues. J'ai grandi à Monaco, je suis toujours allée à l'école là-bas et ça me plaisait beaucoup. Ça me plaît parce que ça ressemble un peu à l'italien et je suis italienne alors c'est plutôt facile et c'est intéressant. Parler le monégasque, c'est renouer avec les origines et faire vivre le patrimoine local, un gage d'identité et un pilier de la défense des traditions. Au travers de ces jeunes, on espère vraiment que notre langue si importante pour notre identité continue à être non seulement instruite, apprise par les jeunes, mais on va essayer même de l'utiliser un petit peu plus. D'inciter les gens, alors les monégasques bien entendu, mais également les résidents et les amis de la principauté, qui pourraient s'identifier à notre beau pays, à insérer dans leurs mots au quotidien quelques mots en monégasque, une petite expression. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout à l'heure, on va se dire au revoir. Eh bien non, on va se dire assez rêvé. Des choses comme ça. Peut-être quelquefois un peu plus trivial quand on voit quelqu'un, un tchoukatou. Habituellement, les élèves sélectionnés pour l'oral sont mis à l'honneur lors de la remise des prix du concours de monégasque qui a lieu chaque année dans la cour de la mairie en présence du prince souverain, de nombreuses autorités et personnalités de la principauté. Mais crise sanitaire oblige, la mairie de Monaco devrait prendre très prochainement une décision concernant le format de cette remise des prix. Et nous vous tiendrons bien évidemment informés. Monaco, fier de son patrimoine et de ses traditions, c'est aujourd'hui 3 juin que les catholiques célèbrent la fête Dieu, un jour férié en principauté, mais également dans d'autres pays comme au Portugal, au Brésil ou encore en Pologne. À quoi correspond cette fête? Pour le savoir, nous nous sommes rapprochés du diocèse de Monaco. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Quelle est l'origine de la fête Dieu? Ça en remonte comme pour beaucoup de fêtes au Moyen-Âge, parce que à partir du XIIIe siècle, les fidèles, au cours de la messe, ont souhaité que les prêtres, quand ils célébraient la messe, montrent l'hostie, c'est-à-dire le corps du Christ, pour nous dans la foi. Et donc ça a donné lieu à ce qu'on a appelé l'élévation. Et il y a tout un mouvement spirituel tout au long du XIIIe siècle, un petit peu partout en Europe, où les fidèles ont envie d'adorer, de voir Dieu. Et c'est ce qui a fait que le pape Urbain IV, finalement, a institué cette fête après la fête de la Trinité, où, d'une manière toute spéciale, les catholiques sont invités à célébrer, à fêter, à honorer le Saint-Sacrement, c'est-à-dire cette présence de Jésus parmi nous, sous l'humble apparence du pain et du vin, qui sont devenus
dans la foi catholique, le corps et le sang de Jésus par ce qu'on appelle d'un mot technique, la transsubstantiation, c'est-à-dire qu'au cours de la messe, par les paroles de la consécration dites par le prêtre, le pain devient pour nous réellement le corps de Jésus, le vin devient pour nous réellement le sang de Jésus. C'est pour cela qu'on appelle la fête Dieu aussi solennité du corps et du sang du Christ. Hein. Parce que ça a donné lieu, dans des époques peut-être qui étaient plus ferventes que la nôtre, à d'immenses fêtes. Et d'ailleurs, il en est resté quelque chose, puisque par exemple pour nous à Monaco, comme dans quelques pays encore, ça reste un jour férié, comme un grand jour de fête. Et ça a donné lieu notamment à beaucoup de réjouissances populaires, dont on garde une trace avec tout spécialement les processions organisées encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, dans les paroisses, parfois dans les lieux publics, processions au cours desquelles le prêtre porte le corps de Jésus sous l'humble apparence du pain, donc l'hostie consacrée, dans ce qu'on appelle un ostensoir. En général, ce sont des pièces d'orfèvrerie très riches, et sous un dais, et les fidèles suivent en chantant des cantiques pour célébrer ce grand don d'amour. Dieu se donne à nous sous l'humble apparence du pain. C'est une fête essentiellement catholique, mon père ? Oui, parce que, si vous voulez, chez les autres chrétiens, alors soit chez nos frères orthodoxes, on n'a pas tout à fait les mêmes traditions qui se sont instaurées, donc ça n'existe pas chez les orthodoxes, et chez les protestants, si vous voulez, nous n'avons pas la même foi dans l'Eucharistie, et alors ça dépend un peu des branches du protestantisme, mais pour eux, l'Eucharistie, le pain et le vin restent un symbole, si vous voulez. C'est le symbole de la présence du Christ. Pour nous, catholiques, c'est la présence du Christ réellement, substantiellement, sacramentellement. La fête Dieu est en lien avec les différentes fêtes qui viennent de se succéder. Je pense à l'Ascension, la Pentecôte. Vous avez parlé également de la Trinité. Quand le pape Urbain IV a choisi cette date, c'était bien dans son esprit en lien avec les fêtes que nous venons de passer, la Trinité, la Pentecôte, l'Ascension, comme une espèce de logique. Dieu ressuscité, Pâques, Dieu qui monte au ciel ne nous abandonne pas, il monte au ciel, l'Ascension, il envoie son Esprit Saint, la Pentecôte, et il reste parmi nous, il reste vivant parmi nous, il reste vivant et il souhaite d'être, il y a un mot très beau, hein, la source a soif d'être bu. Voilà, Dieu a soif que nous communions à lui, ce que nous faisons au cours de la messe, et dans la fête Dieu, nous honorons cela d'une manière toute particulière. Alors la fête Dieu est un jour férié en principauté, mais elle est également dans d'autres pays. Hein. Cette fête donc est très solennelle, hein, dans un État comme le nôtre, qui est un État catholique. Nous manifestons publiquement cet amour de Jésus Eucharistie. Et c'est très beau pour nous de pouvoir conserver ces belles traditions dans notre vie monégasque, à la fois, j'allais dire, tradition politique, tradition commune, et en même temps tradition profondément ancrée dans l'héritage chrétien qui est le nôtre. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été avec nous pour nous détailler cette fête Dieu que nous célébrons aujourd'hui, 3 juin. Merci infiniment. Merci à vous. Un mot à présent sur cette collaboration qui annonce l'arrivée de l'été et qui ne passe pas inaperçue. Pour habiller sa plage, le Méridien Beach Plaza a fait appel à un artiste russe, une œuvre en plein air pour délimiter l'espace entre l'établissement privé et la nouvelle plage du Larvoto. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi ont rencontré l'artiste alors qu'il terminait son œuvre. Regardez. Elle est lumineuse et colorée, atteint les 8 mètres de haut. Visible depuis la plage et les immeubles proches du Méridien Beach Plaza, cette fresque vient d'être terminée par l'artiste russe Pokras Lampas, connu pour sa calligraphie grand format. I kept in mind the idea of fairy tale and how the illustrations and layers of book and everything appears. So the same with this writing and details. You can see that a lot of decorative stuff comes from the old techniques, and at the same time the calligraphy itself is very modern and about the future, about the people, about the cultures, about the harmony between cultures. So my idea was to bring all together and create it in a very beautiful space. L'artiste crée ses propres pinceaux pour obtenir une taille précise pour chacune de ses calligraphies. Représenté depuis de nombreuses années par Opéra Galerie, c'est une première pour lui ici à Monaco.
C'était le but de pouvoir réaliser une fresque justement qui attire le regard de loin. C'est un petit peu le but et le travail d'ailleurs de Pocras, l'artiste. L'idée est venue tout simplement au cours d'une discussion et d'un échange avec le directeur, donc Monsieur Manu de Vasconcelos, qui est le directeur du Méridien Hôtel à Monaco. Nous collaborons déjà, nous avons fait plusieurs partenariats ensemble déjà depuis plusieurs années. Puis en parlant, on est arrivé sur l'œuvre de Pocras Lampas, qui est un artiste que nous représentons maintenant depuis 2015 en exclusivité internationale et avec qui nous avons déjà réalisé plusieurs projets de cette envergure, même parfois plus gigantesques, aux quatre coins du monde. Une œuvre hors norme qui apporte une touche arty et contemporaine à la plage de l'établissement monégasque. On rejoint Frédéric Elion pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric, on commence par cet hommage rendu à Jean Pinon. Bonsoir Émilie, la cérémonie en hommage à l'ancien président de l'association pour le devoir de mémoire s'est déroulée hier en fin d'après-midi à la Maison de France, en présence du ministre de l'Intérieur Patrice Célario, du président du Conseil national Stéphane Valéry, du maire Georges Marsan et de nombreuses personnalités de la principauté. Une cérémonie présentée par Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco. On passe à présent à cet appel au don de l'AMAD. Suite à l'éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo, l'Association mondiale des amis de l'enfance lance un appel aux dons. Les structures partenaires de l'AMAD sur le terrain ont identifié près de 1200 enfants, dont 538 âgés de moins d'1 an, qui nécessitent une prise en charge rapide, que ce soit pour un abri, de l'eau, de la nourriture ou des médicaments. Pour faire un don, rendez-vous sur le site amad.org et allez dans l'onglet « Nous soutenir ». Et on termine par la suppression de la dernière chaudière à fioul des bâtiments publics en principauté. Dans le cadre de la politique de transition énergétique du gouvernement, le service de maintenance des bâtiments publics, en collaboration avec Seawergy, vient de procéder au démontage de sa dernière installation thermique utilisant une énergie fossile, les chaudières fioul du centre administratif situé rue Louis Noutari. La nouvelle source d'énergie thermique du centre sera, d'ici le 3e trimestre 2021, la thalassothermie, une énergie renouvelable où l'on récupère l'énergie calorifique de la mer pour chauffer et climatiser les bâtiments ou produire de l'eau chaude sanitaire. La principauté a été l'un des premiers pays à développer la thalassothermie. Merci Frédéric. C'est cette semaine qu'auraient dû se dérouler les Jeux des petits États d'Europe à Andorre, un événement que nous vous faisons vivre sur Monaco Info tous les 2 ans, mais qui malheureusement a été annulé en raison de la crise sanitaire. Cependant, d'autres compétitions sportives ont été maintenues. C'est le cas des Jeux des petits États d'Europe d'athlétisme qui ont lieu ce week-end à Saint-Marin. Une délégation monégasque participera à cet événement parmi les athlètes présents. Théo Andan, champion de France Espoir du 400 mètres, il est avec nous ce soir. Bonsoir Théo. Bonsoir. Vous partez avec quel objectif à Saint-Marin ? J'y vais avec l'objectif de gagner. Parce qu'en 2017, j'étais allé à Saint-Marin pour les Jeux des petits États. J'avais gagné. Donc j'espère que là, je vais rééditer cet exploit. Oui, en 2017, vous aviez alors 18 ans. Vous aviez dominé votre spécialité. Quel souvenir gardez-vous des Jeux des petits États d'Europe à Saint-Marin ? C'était ma première expérience dans cette compétition. Je découvrais cet environnement, je découvrais ce que c'était les Jeux des petits États. Et j'en ressors avec de très bons souvenirs. J'ai battu mon record personnel, j'ai gagné sur les 400 mètres en individuel. On a fait une médaille de bronze sur le relais. Donc j'ai que des bons souvenirs de là-bas. Cela sera aussi votre retour à la compétition. Vous aviez été sélectionné en équipe de France pour les mondiaux de relais, mais une blessure vous a empêché d'y participer. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, physiquement et mentalement ? C'était un peu difficile à accepter parce que c'était ma première sélection en équipe de France senior. C'était un objectif auquel je m'accrochais. Ça a été dur à avaler, mais bon, le mal est fait, donc je ne pouvais pas revenir en arrière. Et donc, je suis rentré en compétition hier au meeting de Montreuil. Ça ne s'est pas forcément bien passé, mais je manquais de repères, etc. Là, à Saint-Marin, je vais arriver avec plus de repères et plus d'ambition. Donc, je pense qu'à Saint-Marin, tout peut se mettre en place et je pense que ça va bien se passer. Alors, jetons un coup d'œil sur votre parcours. Vous avez décroché votre 5e titre national en mars dernier. Vous êtes champion de France espoir du 400 mètres. Quel regard portez-vous sur votre progression, Théo ? Je dirais que j'ai franchi un cap là cette année, surtout techniquement. J'ai compris des choses dans l'entraînement, dans ma façon de courir. Je dirais que je maîtrise mieux justement ma course, le 400 mètres. Avant, je subissais un peu plus cette course. Là, vraiment, je la maîtrise, on va dire presque de bout en bout. C'est que voilà, j'arrive
à avoir ce finish dans la dernière ligne droite qui me manquait avant. Et maintenant, ça fait la différence. Et grâce à ça, je pense que je peux espérer justement faire de bons chronos et avoir de gros objectifs. Vous avez intégré l'INSEP. Comment ça se passe à Paris? Est-ce que ça a été compliqué de quitter la Côte d'Azur? Ça a été compliqué au début, surtout que c'était la première fois que je partais de chez moi, loin de mes parents. Je suis très attaché à ma famille. Et ça a été vraiment difficile, surtout de s'adapter à la vie parisienne. C'était pas du tout la même vie que dans le sud. Et donc voilà, ça a été un petit peu difficile, comme je l'ai dit au début. Mais voilà, les choses se sont mises en place petit à petit. J'ai pris mes repères et maintenant tout va bien. Mais vous gardez toujours un pied à Monaco, dans votre club de cœur, là où tout a commencé avec votre entraîneur Jacques Canduzo. Oui, voilà, je suis toujours licencié à l'AS Monaco et j'espère que je le resterai aussi longtemps que possible. On parlait de vos objectifs tout à l'heure. Est-ce que les Jeux Olympiques de Tokyo font aussi partie de vos objectifs, Théo? J'ai envie d'aller à Tokyo, j'ai envie de découvrir les Jeux Olympiques. Je pense à ça là, vu que la sélection arrive bientôt, je pense à ça quasiment tous les jours. Mais j'en fais pas une fatalité. Si je n'y vais pas, ça sera quand même une déception, mais ce sera pas grave. Moi, mon objectif, c'est vraiment Paris 2024. Comment se font les sélections pour les Jeux de Tokyo? Moi, je vise principalement une qualification sur le relais 4x400 mètres avec l'équipe de France. Donc, ça se jouera au championnat de France Élite. Il faudra que j'assure au moins une place dans le top 4 et on verra ce que décideront les sélectionneurs. Bon, on regardera ça de près. Et puis surtout, les performances de l'équipe de l'AS Monaco Athlétisme ce week-end aux Jeux des petits États d'Europe d'athlétisme à Saint-Marin. Merci beaucoup Théo Andan d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et si les Jeux Olympiques de Tokyo restent un objectif pour Théo Andan, c'est du concret pour Quentin Antonielli qui vient d'annoncer sa sélection, Frédéric Elion. Effectivement, Émilie, après la pongiste Xiaoxin Yang, déjà qualifiée, Quentin Antonielli a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Le rameur monégasque défendra bien les couleurs de la principauté au JO de Tokyo, à la suite des attributions tripartites distribuées par le Comité international olympique. Quentin Antonielli a déclaré trépigner d'impatience à l'idée de représenter son pays dans la plus grande compétition sportive au monde. On passe à la réouverture du City Stade en Principauté. Initialement situé esplanade des pêcheurs, le City Stade a été démonté en amont du Grand Prix et déplacé aux abords du chapiteau de Fontvieille, et ce jusqu'à la fin du Monaco Yacht Show. Les travaux de réinstallation se termineront demain pour une réouverture ce week-end. Et puis cette idée sortie pour les amateurs de musique, Frédéric. Les First Day Live Sessions font leur retour au Grimaldi Forum le 17 juin avec les Lehman Brothers, un mélange de jazz, de funk et d'afrobeat où l'on retrouve les influences de James Brown ou Jamiroquai. L'entrée sera libre et gratuite. Merci Frédéric. Le cinéma est une autre idée sortie à vous proposer. La salle des Beaux-Arts a ouvert ses portes hier. Êtes-vous justement impatient de retrouver les salles obscures? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui. Oui, ça fait du bien que ça ait réouvert quand même, parce que ça nous permet de sortir un peu et voir des films qu'on n'a pas vus, quoi, c'est cool. J'ai hâte, surtout que j'ai une petite fille de 5 ans et on l'a déjà emmenée une fois au cinéma avant le confinement. Et c'est vrai que ça manque un peu de retrouver les salles sombres avec l'ambiance popcorn et dessins animés pour enfants. Honnêtement, le cinéma, j'y vais plus depuis qu'ils ont abattu l'ancien cinéma au Carré d'Or. Moi, mon chéri, il télécharge les films, donc du coup, nous, on reste à la maison. Enfin, qu'ils aient réouvert et qu'ils nous laissent revivre. Maintenant, j'ai hâte d'y retourner avec mon bébé, ma fille, pour qu'elle aille pour la première fois au cinéma surtout. Non, je n'y suis pas retournée, mais ça m'a beaucoup manqué parce que j'aime bien sortir avec mes amis et regarder des films au cinéma, du coup, c'est très bien. Et le popcorn aussi, c'est très bon. Un public impatient donc de retourner dans les salles obscures. À noter que le cinéma en plein air rouvrira lui ses portes le 20 juin. Jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avant de nous quitter. Quel temps est prévu pour vendredi, Frédéric? Encore une journée bien ensoleillée, Émilie, avec quelques rares passages nuageux où le ciel sera voilé. Côté température, le thermomètre affichera 17 degrés le matin et 25 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h48 pour se coucher à 21h08. Vendredi 4 juin, nous fêterons les Clotildes.
Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris en ce jour férié. Ce 3 juin était donc la fête Dieu, c'était également la journée mondiale de la bicyclette. Un mode de transport plutôt bien adopté en principauté, comme a pu le constater notre photographe Michaela Lézy. On se quitte d'ailleurs sur ces photos. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.